Yaurana, merci de nous rejoindre sur TNTV pour votre journal. Tout de suite, les titres de ce samedi. À la une ce soir, la fin annoncée d'une belle aventure numérique. Après 11 ans d'existence, l'école Poly 3D s'apprête à fermer ses portes. On vous présente sa toute dernière promotion, des étudiants talentueux qui nous livrent leur ultime création. Le Tavini s'explique. Après avoir rejeté 2 projets de loi du gouvernement à l'Assemblée, le groupe Tavini l'assure, il ne s'agit pas d'une guerre politicienne avec le président Broderson, mais d'un rejet de textes assumé défaillant aux yeux du parti. Nous recevons Maurea Mamatou Eyahutapu, représentant du groupe Tavini Wiratira à l'Assemblée, pour en parler. Et puis, immersion avec le RIMAP Polynésie, avec les policiers des Samoa. Technique de tir, maîtrise d'individus, ils sont venus se former au Fénois pour renforcer la sécurité et l'amitié dans notre région. On commence par une page qui va se tourner. Créée en 2015, l'école Poly 3D a fait briller le talent de nos jeunes dans le monde du jeu vidéo et de l'animation. Mais aujourd'hui, l'école de l'ACCISM présente sa 8e et dernière promotion avant de fermer ses portes. Une aventure de 11 ans qui s'achève avec un dernier projet, Cardula. Nicolas Pérez. 11 ans après sa création, l'école Poly 3D fermera définitivement ses portes en août prochain. Un clap de fin qui, selon son gestionnaire, amorce une nouvelle dynamique. La page se tourne et s'ouvre sur d'autres formations numériques que la CCISM a en tête. D'ailleurs, récemment, on a lancé 2 parcours numériques en formation continue, des parcours très courts, impactants, 7h, 14h, sur des dimensions de marketing digital qui sont somme toute assez proches du domaine numérique créatif, et proposant aussi des diagnostics numériques des entreprises, des patentés. Au total, 8 promotions seront sorties des bancs de cette école du jeu vidéo. Certains de ces diplômés font aujourd'hui la fierté de l'école en intégrant de prestigieux studios spécialisés dans l'animation ou le gaming. C'est une centaine d'étudiants qui ont été formés, qui ont intégré des masters en poursuite d'études dans l'Hexagone, au Canada, qui sont revenus, qui ont créé leur formation. Sur la partie professionnelle également, ils ont vécu des expériences assez incroyables. Moi, j'ai échangé avec certains d'entre eux qui ont travaillé pour le comité olympique des Jeux olympiques en 2024. Et certains autres, alumni notamment, ont rejoint des studios prestigieux comme Marvel, comme Disney, ou des entreprises comme Vodafone. Frédéric, développeur de jeux vidéo chez Ubisoft à Montréal, a suivi dès le début le développement de ses élèves. Il constate au fil des années leur montée en puissance. La réputation des étudiants qui sortent de Poly 3D a suffisamment augmenté pour que, quand on va postuler, quand on va proposer sa candidature dans un studio en métropole ou en Amérique du Nord, par exemple à Montréal au Canada. Un savoir-faire qui se reflète aujourd'hui dans leur dernière création intitulée Cardula, un jeu de société 2.0 inspiré de l'univers du conte Dracula qui aura nécessité près de 1000 heures de travail et des litres de café. Cette année, on a pu aboutir à un projet complet, très réussi, que ce soit artistiquement, que ce soit dans le plaisir de jeu. Dans l'univers des jeux vidéo qu'on appelle indépendants, c'est un jeu qui est quand même très intéressant, qui a beaucoup de potentiel et qui mériterait d'aller plus loin qu'un projet tutoré à Poly 3D. Yael, futur diplômé et spécialiste du dessin numérique, compte marcher sur les pas de ses aînés. On a beaucoup de débouchés avec ça, parce qu'on n'est pas forcément obligé de rester dans le jeu vidéo. Je peux faire de l'animation, je peux travailler dans des studios d'animation comme Illumination par exemple, ou même Disney aussi. Je crois qu'il y a quelqu'un à Poly 3D qui a fini à Disney. Et c'est quelque chose de très inspirant quand on sait que des gens d'ici ont réussi à aller dans des studios comme ça, oui. Avant de raccrocher la souris, Poly 3D invite la population à participer le 30 avril prochain à une présentation officielle de leur jeu Cardula et à échanger avec ses concepteurs.
L'actualité, c'est aussi ce drame de la route qui a endeuillé Marina ce samedi matin. Un piéton de 58 ans a été mortellement fauché par un véhicule près de l'ancienne station-service. Le conducteur aurait été ébloui par le soleil. Une enquête est ouverte. En cette fin de semaine, le Tavini a rejeté 2 projets de loi du pays du gouvernement, celui instaurant le titre Tamametei et celui créant une aide au paiement du loyer. Ce matin, le groupe a voulu s'en expliquer. Non, il ne s'agit pas d'une guerre politicienne entre le Parti bleu et le gouvernement, assure Anthony Géros, mais de prise de position réfléchie face à des textes défaillants, assure-t-il. Le groupe Tavini estime que le président du pays n'a plus aujourd'hui qu'une seule majorité, celle de la sagesse, et l'invite une nouvelle fois à tirer les conséquences de la situation. Et pour aller plus loin, nous recevons Maurea Mamatuaya Hutapu, représentant du groupe Tavini Huira Atira à l'Assemblée. Yorana, Maurea, merci d'être avec nous ce soir. Yorana Vemiti, Yorana TNTV, merci pour l'invitation. Yorana également à tous nos téléspectateurs et j'adresse mes sincères condoléances à la famille nouvellement endeuillée avec ce drame que tu as évoqué tantôt. Et je pensais aussi pour cette personne qui malheureusement provoqué cet accident. Alors, le Tavini a voté contre les textes présentés par le gouvernement ce jeudi à Taraheuil. Le dispositif Tamametei et l'aide au paiement des loyers, des mesures sociales attendues par la population. Pourquoi le Tavini a dit non? Alors, nous ne sommes pas du tout contre le principe d'aider notre peuple à bien se loger, à bien se nourrir, bien au contraire. Mais ce que nous avons dénoncé lors de notre deuxième séance, c'est que ces dispositifs sont incomplets. Oui, qui sont flous, inégalitaires et coûteux, pour reprendre vos mots. Exactement, exactement. Pour parler du Tamametei, par exemple, bien sûr que l'on veut soutenir la souveraineté alimentaire. Ça, c'est un principe fondamental du Tavini. Bien sûr que l'on veut donner à manger local et de l'alimentation saine à notre peuple. Mais on doit penser à l'ensemble et pas seulement à une classe. Mais qu'est-ce qui ne va pas concrètement avec ce texte? Alors, ce qui ne va pas avec ce texte, c'est que l'on n'a pas de réelle visibilité sur l'application de ce dispositif. Alors, c'est un dispositif qui s'inscrit dans le nouveau fonds qui est dédié à la lutte contre la cherté de la vie et la concurrence. Mais pour autant, on n'a pas de visibilité sur le coût réel de ce dispositif. Le fonds, le budget alloué à ce fonds est de 922 millions, près d'1 milliard. Sauf que ce dispositif ne s'inscrit pas encore dans ce fonds. On ne sait pas à l'heure actuelle combien ce dispositif va coûter. Or, si l'on veut répondre à une demande, qu'elle soit pour la classe moyenne ou pour d'autres classes, mais d'abord pour les ménages, les foyers à revenus très, très, très modestes. Si l'on veut répondre à une demande, il faut d'abord que la production soit structurée et organisée. Or, ce dispositif... Il arrive un peu tôt, selon vous? Tôt, peut-être, mais en tout cas, il est incomplet. Il est incomplet. Il faut d'abord structurer l'offre avant de pouvoir répondre à une demande, quelle qu'elle soit. Alors, Moitei Broderson disait que vous étiez pourtant d'accord en commission et que vous avez changé de position après la session. Est-ce le cas? Oui, c'est le cas parce que, vous savez, une commission, c'est une séance de travail avant tout, où des questions peuvent être posées, des observations peuvent être posées, des ajustements peuvent être proposés. Ce n'est pas... Tous les représentants ne siègent pas dans les commissions. Or, comme je le disais tantôt, la commission, c'est une séance de travail. La séance plénière, c'est une position politique des groupes. Et cette position, elle peut évoluer d'une commission à la séance plénière. Donc, c'est ce que nous avons fait. Nous avons repris le texte. Nous avons pointé des choses qui étaient trop floues à notre sens, qui ne répondaient pas aux objectifs du Tavini. Et c'est pour ça que
nous l'avons rejeté. Mais nous aurions quand même espéré que le président du gouvernement ne retire pas le texte pour qu'on puisse justement en débattre en séance. Or, il l'a fait et le débat s'est arrêté là. Et il a retiré également un autre texte sur l'aide du paiement au loyer. Vous dites que le plafond fixé à 113 000 francs pour un F2 est totalement déconnecté de la réalité, que les loyers réels sont plutôt autour de 180 000 francs. Ça veut dire que ceux qui en auraient le plus besoin n'auraient rien eu finalement? Eh bien, si vous voulez, vous prenez par exemple cette histoire de zonage qui est inscrite dans le dispositif. Il y a différentes zones, la zone 1 à la zone 4. La zone 1 définit les communes, les loyers qui s'inscrivent dans les communes allant de Aroué à Paea, Papara. Sauf que même à ce niveau-là, les loyers sont disparates, ils ne sont pas les mêmes. Prenez un loyer dans la capitale, c'est pas le même qu'à Papara. Donc déjà là, on trouve qu'il y a une disparité de loyers qui n'est pas prise en compte et qu'on s'éloigne de la réalité du marché, effectivement. Alors, rapidement, ce matin en conférence de presse, Anthony Géros disait qu'avec la crise internationale et la flambée des cours du pétrole, le pays est en période de pré-disette, qu'il va falloir se serrer les coudes au lieu de distribuer des aides au profit de son parti en cours de formation. C'est ainsi que vous analysez l'action du gouvernement. Est-ce qu'il est en campagne selon vous ? Alors, ça n'engage que le gouvernement et M. Moïté Broderson, qu'ils soient en campagne ou pas. Je ne commenterai pas cette position. En revanche, oui, vous prenez les deux dispositifs dont on vient de parler. Ce sont des dispositifs qui coûtent cher. Reprenez par exemple l'APL. En année 1, le dispositif est évalué à peu près 415 millions. Vous reportez à l'année N+5, on en vient à plus de 4 milliards. Donc vous comprenez qu'au Tavini, on regarde à deux fois avant de dépenser les deniers publics sans avoir de garantie que ça fonctionne vraiment. Et c'est pour ça qu'on s'est positionné contre ces deux textes. Alors, Anthony Géros disait ce matin que cette réunion grand public en live sur Facebook sur la réforme du RNS avec le gouvernement, justement, est un peu le chant du cygne parce qu'une majorité Tapura Ahereya Purinetia et Tavini votera en mai la suppression de la loi. C'était inévitable selon vous. Est-ce qu'il faut supprimer cette réforme ? Alors, pas la supprimer, mais la revoir. Donc moi, je laisse le soin à nos dirigeants de chaque groupe et de chaque parti de s'entendre sur ce qu'il faut revoir de ce dispositif. Mais en tout cas, nous ne nous inscrivons pas du tout dans une démarche d'opposition systématique. Nous sommes toujours dans une démarche de co-construction. Encore faut-il que le gouvernement entende nos observations et nos recommandations. Alors justement, Moïté Broderson vous a lancé le défi en séance jeudi, je le cite, « Écrivez une motion de défiance avec vos nouveaux amis du Tapura et de Ahi pour venir prendre notre place, mais allez au bout de votre logique, le Tavini va-t-il le faire ?» Alors, je voudrais dire à M. Moïté Broderson qu'il prenne d'abord, lui, ses responsabilités. Parce que si on se retrouve dans cette situation, c'est d'abord de son fait. Nous n'avons exclu personne. Les 15 membres de Afano-Atia ont démissionné du groupe. Nous, il fallait qu'on aille aussi au bout de la logique. Donc, démissionner du groupe Tavini Huir Atira à l'Assemblée, aller jusqu'au bout de votre logique et démissionner du parti. Maintenant, pour ce qui est de M. Moïté Broderson, qu'il prenne ses responsabilités, qu'il aille au bout déjà de sa fonction, parce qu'en 2023, oui, il a promis d'aller au bout de ses engagements. Maintenant qu'il prenne ses responsabilités. Alors, dernière question, le président de l'Assemblée l'a annoncé ce matin, Moïté Broderson sera radié du parti, mais pas tout de suite. Faut-il qu'il quitte la présidence ? Écoutez, comme je le disais tantôt, s'il doit aller au bout de ses fonctions, qu'il le fasse, mais sans majorité claire, ce sera un petit peu compliqué pour lui.
Donc, advienne qui pourra, on attend ces décisions. Et puis, en tout cas, nous, à l'Assemblée, on est toujours dans cette ouverture, on travaille avec tout le monde. Hein. Et voilà, c'est pourquoi nous nous sommes entendus avec d'autres groupes pour faire avancer les dossiers. Et nous nous inscrivons toujours dans cette démarche de co-construction. Merci Maurea pour ces éclairages et d'avoir été avec nous en place. Merci beaucoup Amity. Cap sur Papara à présent, où le sport traditionnel était à l'honneur ce matin. Une première pour la commune qui accueillait la deuxième journée de championnat des Tuaro Maori sur le site de Hotumaru. Force et adresse étaient au rendez-vous sous l'égide de la Fédération des Jeux traditionnels. La municipalité a vu grand pour cette logistique d'envergure avec plus de 80 participants au départ. L'objectif, préparer la relève pour le Heiva i Papara 2026 avant de transformer dès l'an prochain ce rendez-vous en un grand événement intercommunal. On prend la direction de Moorea maintenant, où la préservation du lagon est une priorité. Capitaine Teina et l'association Te Mana o Te Moana organisaient une action pédagogique aujourd'hui intitulée « Redécouvre ton lagon » à Tiahura. L'enjeu, apprendre aux usagers et surtout aux plus jeunes les bons gestes pour protéger le sanctuaire des tortues. C'est un reportage de Vétia Pereira. Sensibiliser, c'est l'objectif que s'est donné Captain Teina, spécialiste des tours sur le lagon de Moorea. Elle a organisé ce samedi l'événement Redécouvre ton lagon, l'occasion d'explorer un bout du lagon de Tiahura et surtout son sanctuaire de tortues. Chez nous, il y a une zone qui devient de plus en plus touristique avec la zone nord-ouest de Moorea, avec notamment les tortues vertes qui habitent là. Depuis que Teina a relâché une première tortue à l'eau qu'elle a sauvée d'un braconnier, en fait, cette zone-là existe depuis et c'est magnifique, sauf que malheureusement, tout le monde ne respecte pas la limitation de vitesse, les méthodes d'approche aussi pour les gens qui viennent nager par eux-mêmes. Et il faut vraiment essayer d'éduquer les gens pour leur faire comprendre l'importance de protéger tout simplement. Et le message, c'est surtout aux enfants de l'île qu'elle voulait le passer. Avec le concours de l'association Te Mana o Te Moana, ils ont donc proposé aux touristes mais aussi aux familles une balade éducative sur le lagon et des ateliers autour des tortues. C'était important pour moi pour que mes enfants sachent que ça devient rare hein, et je n'ai pas envie que ça se détériore. Au total, près de 200 visiteurs ont pu être sensibilisés au monde marin sur la journée. On parle à présent de coopération régionale. Des officiers de police des Samoa sont actuellement à Tahiti pour un stage intensif encadré par le RIMAP Polynésie. Objectif, perfectionner leur technique d'intervention tout en renforçant les liens entre pays du Pacifique. Léa Gugelman. Technique de tir, maîtrise de l'individu, assistance médicale. C'est le programme de la formation suivi par 5 policiers de Samoa. C'est vraiment important pour moi de venir parce que c'est ma première fois ici à Tahiti et j'ai pu voir les différences culturelles. Et c'est aussi une bonne opportunité d'apprendre des militaires. C'est important parce que nous pouvons partager ce qu'on apprend ici quand on rentre. Un stage pluridisciplinaire de 2 semaines, pensé selon les besoins des forces de l'ordre de Samoa. Quand nos partenaires ils arrivent sur le territoire, on leur demande qu'est-ce que vous voulez voir. Okay, donc beaucoup demandent les techniques de tir. En tant que policier, ce qui les intéressait, c'était beaucoup donc à courte distance, surtout autour d'un véhicule par exemple, et les méthodes pédagogiques sur le tir. Plus qu'un simple partage de connaissances, c'est aussi l'occasion de créer une amitié régionale. C'est un partenariat qui se crée entre la police samoan et les FAPF pour un échange de compétences, un échange de savoir-faire qui leur permet de découvrir des compétences qu'ils n'ont pas forcément chez eux ou qu'ils ne peuvent pas exploiter. Et nous, ça peut nous permettre de renforcer nos liens avec eux. Un échange de savoir technique mais aussi culturel pour renforcer les liens entre la France et les pays du Pacifique.
Aux Marquises, l'État a un nouveau visage. Arnaud Benoît a officiellement pris ses fonctions de chef de la subdivision administrative à Teiohae. Il succède à Annie Pietri. Pour l'occasion, les maires des 6 îles ont organisé une cérémonie solennelle avec un dépôt de gerbes au monument aux morts de Hi'ihonu. Arnaud Benoît connaît déjà bien nos spécificités puisqu'il dirigeait la subdivision des Tuamotu-Gambier en 2022. On l'écoute au micro de nos équipes sur place. Donc c'est 65% à peu près des projets qui sont subventionnés, financés par l'État. Ici aux Marquises, sur l'ensemble des Marquises, CODIM et investissement de la CODIM et investissement des communes tout compris. C'est un peu plus de 7 milliards de francs. Voilà. Et donc nous accompagnons beaucoup bien évidemment en financement, mais sur le plan juridique également ou dans le montage des projets. Donc là vous savez qu'il y a le 43.2 qui vient de sortir et donc on va aider les Akaki et les communes à s'emparer de ces possibilités juridiques de mener des projets en compétences parallèles avec le pays, mais tout ça dans un cadre plutôt strict dans lequel ils devront s'inscrire. C'est la fin de cette édition. Merci de votre fidélité. Tout de suite, place à votre soirée et avec Waves, suivi de l'artiste Remiti Ravelo dans Face à Mabs. Et ne manquez pas les dernières auditions à l'aveugle de The Voice. On se quitte sur les images de la Color Fun Run organisée cet après-midi à Fareute. Passez une excellente soirée sur TNTV. Restez prudents et à demain.